dragueurs de mines français dans l'océan Indien aux portes du golfe arabo-persique. C'est ce que vient de décider le gouvernement. André Giraud, ministre de la Défense, s'explique dans ce journal. Impasse totale en Afrique du Sud, mineurs et patrons face à face. Pourtant, le gouvernement sud-africain a fait une concession. Dans les mines, le conflit a déjà fait un mort. 29 nouvelles prisons en France, le dilemme des communes choisies. Dans ces 29 villes, il y a les pour, mais il y a aussi les contre. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, et tout d'abord cette énigme. Qui a gagné 17 millions de francs au loto ? 1 milliard 700 millions de centimes, une sacrée somme. Le tirage de samedi dernier a donné 2 gagnants pour 33 millions et quelques. Aucun de ces 2 gagnants ne s'est fait connaître. Alors première interrogation, qui est celui qui a fait valider son bulletin dans le café-tabac d'Aigreville, en Seine-et-Marne? Dans le village, tout le monde s'observe, mais personne n'est sûr de rien. Étrange partie de cache-cache à laquelle participaient aujourd'hui Françoise Joly et Roger Motte. En moins d'une matinée, les 1200 habitants d'Aigreville connaissaient la nouvelle. Quelqu'un avait trouvé la formule magique. Contre 6 chiffres et le talon de son billet de loto, une personne va empocher 17 millions de francs, soit 1 milliard 700 millions de centimes. Mais qui? Ce soir, le mystère reste entier. Le gagnant ne s'est toujours pas présenté au bar tabac qui a validé son billet. Bonjour Michel. Alors c'est toi qui as gagné? Non, c'est... Comme on est du coin. C'est peut-être toi, ouais. Oui, arrête. Tu peux payer ton coup, alors. Oui, je vais le payer sans avoir gagné. Maintenant, on ne sait pas qui c'est, hein? Je sais pas. Chacun est soupçonné d'être l'élu de la chance. Le patron du café, lui, ne se souvient de rien. Il enregistre chaque semaine 900 tickets de loto. Alors, la rumeur court. Il paraît que dimanche, il y avait à Lorez, le bocage, un petit pays à côté, qu'il y avait une personne qui payait à boire à volonté. Alors je ne sais pas, d'une façon, oui, un peu spéciale. Donc, est-ce que ça serait cette personne-là, on ne sait pas. C'est un Parisien qui est venu jouer ici. Voilà. Pas forcément ici, hein. Il y a quand même du monde qui passe ici pas mal, hein. Toutes les hypothèses sur l'identité du gagnant sont donc permises. Quant à la direction générale du loto, elle s'étonne du silence de ce client. Un heureux peut être parti en vacances, ignorant sa bonne fortune. En Afrique du Sud, c'est l'impasse. Les mineurs noirs sont en grève. Le patronat refuse de faire des concessions. Et aujourd'hui, le cadavre d'un mineur, apparemment assassiné, a été découvert. C'est l'impasse donc dans ce conflit des mineurs. Malgré le petit pas fait par le gouvernement, il a fait voter hier soir une loi abolissant la discrimination raciale dans les mines. Nicolas Jacobs. Comme la plupart des grévistes, ces mineurs n'ont pas voulu rentrer dans leur région d'origine comme le demandait leur syndicat pour éviter tout heurt. Ils attendent, aux abords même des puits, et leur détermination est restée intacte. Aujourd'hui, ils étaient encore au moins 220 000. Pourtant, hier soir, le Parlement sud-africain a voté l'abrogation de la dernière loi raciale dans les mines. Les emplois les plus qualifiés sont maintenant théoriquement accessibles aux Noirs. Mais ce contre-feu allumé par le gouvernement de Pretoria n'a pas suffi. Le syndicat des mineurs n'a pas fléchi, prouvant par là même sa force. Depuis 2 ans, le syndicalisme semble prendre le relais des partis politiques dans la lutte contre le pouvoir blanc. Le pouvoir blanc vient de réaliser que des manifestations spontanées, inorganisées, on venait de passer à un stade ultérieur et que désormais la dialectique du maître et de l'esclave était terminée et que ceux qui étaient considérés comme une main-d'œuvre à bon marché, une main-d'œuvre servile, il faut bien employer le terme, ne voulaient plus l'être et qu'ils mettaient le poing sur la table désormais. Monsieur Morton, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Pas du tout d'accord. Depuis 1979, la liberté syndicale a été accordée aux Noirs. C'est plutôt une dispute entre patronat et syndicats mineurs et je ne vois pas une preuve de force dans ce sens-là. Est-ce que la loi qui a été adoptée cette nuit est une concession au milieu d'affaires et au milieu industriel afrikaneur, dont certains ont déjà rencontré le mouvement anti-apartheid ANC et qui demandent plus de liberté pour les Noirs? C'était une chose souhaitée par le gouvernement depuis longtemps. La disparition
des derniers vestiges de l'apartheid dans l'industrie minière en Afrique du Sud. Et ce n'est donc pas une concession au milieu d'affaires qui demande plus de réformes? Non, c'est un processus parlementaire normal. Le message du gouvernement sud-africain est net. Il ne se considère pas impliqué dans ce conflit. Une position qui sera sans doute difficile à tenir si la grève dure. La tension dans le golfe arabo-persique. La France a décidé d'envoyer tout à l'heure 2 dragueurs de mines à la sortie du golfe. Nous allons y revenir avec le ministre de la Défense dans un instant. Les Britanniques, eux aussi, envoient 3 bateaux, mais dans le golfe. Ce qui a déclenché ces décisions, c'est la découverte de nouvelles mines à l'extérieur de la zone dangereuse hier. Et j'ajoute cette information dont nous avons pris connaissance il y a un instant. Radio Téhéran a affirmé tout à l'heure que les autorités iraniennes s'engageaient maintenant à déminer le golfe arabo-persique. Alors voyons d'abord le point sur le terrain, Gilles Rabine. Une mine flottante, c'est ça. Cet engin, hérissé d'antennes ultrasensibles, qui dérive lentement entre 2 pétroliers au rythme d'une vague anonyme du golfe Persique. C'est moi qui l'ai aperçu hier matin, cette mine. J'ai crié « Attention, il y a une mine ». Le chef m'a répondu « C'est une épave ». J'ai dit « Non, non, c'est une mine. Regardez les antennes qui dépassent ». 3 engins de cette sorte, 3 mines seulement, ont suffi à bloquer pendant 36 heures le 2e convoi de pétroliers escorté par des navires de guerre américains. Les dégâts que peut faire une mine, en voici un exemple concret. Le Texaco Caribbean a été touché lundi matin, non pas dans le golfe Persique, mais en mer d'Oman, dans des parages où jusqu'à présent, aucune mine n'avait jamais été repérée. Conséquence politique immédiate, la Grande-Bretagne, qui faisait jusqu'ici la sourde oreille aux demandes américaines, a décidé aujourd'hui d'envoyer 4 dragueurs de mines dans le Golfe. Et cela, bien que les autorités iraniennes se soient engagées ce soir à déminer les eaux de la région. La France, de son côté, a décidé d'en envoyer 2 qui patrouilleront, eux, à l'entrée du Golfe arabo-persique. Voilà donc pour les faits. Avec nous, André Giraud, ministre de la Défense. Alors, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. La France a donc décidé d'envoyer des bateaux aux abords du Golfe Persique. Quelle sera leur mission exactement? Des dragueurs de mines, cette fois? Oui, nous avons décidé de renforcer notre présence navale avec 2 dragueurs de mines et le bâtiment logistique qui les accompagne. Ceci parce que des mines ont été trouvées avant même le détroit d'Ormuz, dans la mer d'Oman. Et nous considérons que le risque correspondant justifie ce renforcement de notre présence navale. François Cornet. Oui, est-ce que ces mines repérées dans le détroit d'Ormuz sont des mines dérivantes des rivages iraniens ou est-ce qu'elles ont été déposées là, dans le détroit d'Ormuz, et par qui, monsieur le ministre? On a très peu de renseignements. D'après ces quelques renseignements, il semble qu'elles aient été posées sur les lieux, mais par qui, je n'en sais rien. Vous n'avez aucune idée? Oh, je ne peux pas exprimer une idée. Au fond, monsieur le ministre, vous accédez à la demande américaine. Les Américains souhaitaient voir des dragueurs de mines français et vous les envoyez. Ça n'a rien à voir. Il était question éventuellement de participer à des opérations concertées de dragage de mines dans le golfe arabo-persique. Là, c'est tout à fait différent. Il s'agit de l'extérieur, de la mer d'Oman, et compte tenu de la découverte depuis hier de mines dans cette zone-là, puisque un pétrolier a été touché par une mine à Fujairah. Alors, quelle sera la mission précise du groupe aéronaval en mer d'Oman? Est-ce que, notamment des avions, est-ce qu'ils interviendront directement, les avions, eux, dans le golfe Persique, pour protection des bateaux? C'est une présence. Nous rapprochons, si vous voulez, cette force aéronavale pour être prêt à toute éventualité dans le cas où la situation se dégraderait et où il serait justifié de protéger nos intérêts dans cette région. Parlons du Tchad, si vous le voulez bien, monsieur le ministre, maintenant. Hier, François Mitterrand précisait très clairement la position de la France. Pas question de se mêler de près au conflit entre le Tchad et la Libye. Le dispositif épervier, oui, mais il ne bougera pas pour l'instant. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord en tout point avec cette position? Bien entendu. Nous en avions parlé avec le président Hissène Habré lorsqu'il est passé à Paris le 14 juillet. Et nous lui avions déjà indiqué à cette époque, président de la République, Premier ministre et membre du gouvernement, M. Aurillac et moi-même, que nous pensions tout à fait préférable que la question d'Aouzou, qui se pose indiscutablement, soit traitée par des voies diplomatiques. À qui effectivement elle appartient, cette bande d'Aouzou? À la Libye ou au Tchad? Je ne prendrai pas parti sur ce litige, justement pour les raisons que je viens de vous indiquer. L'Organisation de l'Unité africaine avait constitué un comité pour en discuter. Il est vrai que la Libye a refusé de
coopérer avec cette institution. Cela est bien dommage. Le président Hissène Habré en a déduit qu'il devait effectuer des opérations militaires. Il a indiqué que, d'après lui, certaines menaces libyennes existaient. C'est un conflit qui concerne le Tchad et dans lequel la France n'est pas partie. Mais en cas de difficulté grave des troupes d'Hissène Habré dans le nord, dans la bande d'Aouzou, est-ce qu'à ce moment-là, vous décideriez de l'aider? Certainement pas. Nous n'avons promis aucune aide. Et nous continuons à conserver un dispositif épervier qui, comme vous le savez, est principalement axé sur la partie sud du Tchad, mais pourrait couvrir la partie nord, mais pas la bande d'Aouzou, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Merci, Monsieur Giraud. À propos du Tchad toujours, les faits nouveaux de la journée. D'abord les Libyens qui ont de nouveau bombardé plusieurs villes au Tchad. Ensuite un bilan donné par le Tchad. Lors de la prise d'Aouzou, il y aurait eu 650 Libyens tués. Enfin, Hissène Habré, après sa victoire donc à Aouzou, consolide ses positions. Il a procédé à un remaniement ministériel dans son pays. Michel Monponté. Pas question pour Kadhafi d'entamer le dialogue avec Hissène Habré. C'est le message que les diplomates africains en poste à Tripoli ont entendu ce matin lors d'une réunion au ministère des Affaires étrangères libyen. Pour Kadhafi, ce territoire de 115 000 km² est libyen et la prise d'Aouzou par les troupes d'Hissène Habré est une agression. Voilà pour la diplomatie. Deuxième volet de la réponse libyenne, le bombardement d'objectifs tchadiens, plus symboliques d'ailleurs que militaires, comme Faye al-Arjo et Wadidoum, ville occupée il y a 6 mois à peine par les troupes du colonel Kadhafi. Les Tchadiens, de leur côté, tentent d'amener les forces françaises à élargir le dispositif en place, baptisé Épervier, et son soutien logistique et aérien. Ce que Paris, jusqu'à aujourd'hui, refuse fermement. Le Liban, Monseigneur de Courtrai, archevêque de Lyon, va se rendre au Liban au mois de septembre avec Yves Montand. Il s'agit d'une action humanitaire pour réveiller l'opinion des Français et des chrétiens en particulier, c'est ce qu'a dit Monseigneur de Courtrai, face à la détresse des Libanais. La Tunisie, hier dans la soirée, le djihad islamique a revendiqué les attentats dans les hôtels de Monastir. Mais les autorités tunisiennes ne croient pas du tout à cette revendication et continuent de rechercher les coupables après en avoir arrêté déjà 2. Au téléphone tout de suite le correspondant de l'AFP à Tunis. Ce n'est ni sérieux ni crédible. En 2 adjectifs bien sentis, un responsable du gouvernement tunisien a déclaré irrecevable la revendication du djihad islamique. Une revendication qui vise, et je le cite encore, à blanchir le mouvement de la tendance islamique que les autorités tiennent pour responsable des attentats de tous ces monastères. À preuve, disent-elles, les aveux des personnes qui ont été arrêtées. En tout état de cause, que le djihad soit ou non un appendice du mouvement de la tendance islamique, ses intentions sont claires. Nous avons voulu, disait le communiqué, venger notre martyr Habib Daoui, assassiné par le régime satanique de Bourguiba. Habib Daoui avait été condamné à mort et passé par les armes en juillet 86. Tunis, Mounanaba, AFP Audio pour Antenne 2. Bon résultat pour l'automobile en France, c'est une confirmation en juillet record pour les immatriculations d'automobiles neuves, 18% de plus qu'en juillet 86. Interpellation à Paris de 2 personnes qui seraient liées à Action Directe. Hélène Vacher, une jeune femme de 36 ans, a été remise en liberté très vite. En revanche, son compagnon, Claude Soulard, 35 ans, a été écroué après avoir été inculpé d'association de malfaiteurs. Il aurait participé à des hold-up, notamment avec Régis Schleicher. Les prisons françaises, je vous le disais dès hier, il va s'en construire de nouvelles car il n'y a plus assez de place dans les prisons, cela on le sait. 29 nouveaux centres pénitentiaires donc annoncés par le ministre de la Justice. Pour la plupart, les villes qui vont accueillir ces nouveaux centres sont volontaires. Mais décider d'implanter une prison sur une commune, c'est un choix difficile. Car bien sûr, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Exemple, cette petite ville de l'Eure-et-Loire, Courville-sur-Eure, 2500 habitants. Un centre de 600 détenus va y être créé. Reportage, Florence Mavic, Olivier Porchereau. Courville, à quelques kilomètres de Chartres, c'est le gros bourg des week-ends parisiens. C'est au milieu des blés et des étangs poissonneux que seront donnés l'année prochaine les premiers coups de pioche de la prison modèle. Un site choisi par le maire, Robert Bizarre, qui ne souhaite pourtant pas gâcher le paysage. Ce que je souhaite, c'est que quand les dessins en seront effectués, la municipalité soit consultée pour que
on puisse avoir notre mot à dire sur son intégration dans le site. Je n'ai aucune idée sur la construction qui va venir, mais je pense que ce ne sera pas quand même des gros murs hauts et qui ressembleraient à des blocos ou à la Bastille. Sollicité par la préfecture à la mi-juin, M. le maire se dit qu'après tout, sa commune pourrait bien bénéficier des retombées d'une telle implantation. Courville est bien desservie grâce à l'autoroute et au train Paris-Le Mans. Mais voilà, des lotissements étaient prévus sur le terrain. Qu'à cela ne tienne, M. Bizard fait ses calculs. La prison lui rapportera près de 600 000 francs et il n'aura pas à payer de frais de voirie, d'électricité ou d'espace vert. La construction de la prison devrait créer des emplois grâce à la sous-traitance et l'installation des familles du personnel apporter une bouffée d'oxygène pour le commerce local. Il ne restait qu'à convaincre le propriétaire, M. Poussin, de céder son terrain de 13 hectares. Ce dernier s'est résigné, plutôt à contre-cœur. Ça aurait été préférable pour moi de voir ce terrain-là partir pour une base de loisirs, enfin un parc d'agrément. Ça ramenait du monde d'une certaine classe, parce que là, j'ai bien peur. Je suis mis devant le fait acquis. Dans le village, chacun ne parle plus que de la nouvelle prison. Mais le projet est loin d'emporter l'adhésion de tous les habitants. Ça va créer des emplois, c'est formidable. Mais au point de vue, c'est surtout la mentalité des gens. Les gens ont peur, ils vont avoir peur, hein, c'est sûr. Il y a des champs à 3-4 km où il y a des terrains vagues complets et nous, on vient nous installer ça, là, même pas 40 mètres de chez moi. Donc je trouve ça révoltant. Malgré les retombées économiques, à Courville, on préférerait que les barbelés entourent les prairies plutôt que les murs gris de la prison. En tout cas, une commune est tout à fait opposée à l'implantation d'une prison chez elle. Il s'agit de Nanterre. C'est là où se trouve le tribunal des Hauts-de-Seine. Le gouvernement veut, la municipalité, elle, dit non. Roland Sicard, Philippe Lallet. Dans 3 ans, devrait s'élever ici une maison d'arrêt de 600 places. Un terrain abandonné par la CEITA, la Régie des tabacs et allumettes, et qui a été cédé au ministère de la Justice. Pour la chancellerie, un emplacement idéal, proche de Paris, à 2 pas du tribunal des Hauts-de-Seine. La nouvelle a été rendue publique hier, et à Nanterre cet après-midi, les avis semblaient partagés. Oui, c'est assez loin de tout, quoi. Bon, ça ne me dérange pas. S'ils sont renfermés, ils ne font pas de misère, hein. Enfin, ça me plaît pas beaucoup de monde, hein. Bah, je peux pas dire que je suis pour, non. En fait, effectivement, il faut bien les trouver, les mettre quelque part, hein. Du côté de la mairie, l'avis est beaucoup plus tranché. On affirme que les élus n'ont jamais été consultés. En fait, la municipalité fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la construction de la prison. Il faut savoir que Nanterre abrite déjà un certain nombre d'institutions, notamment la maison départementale, qui dépend de la préfecture de police de Paris et accueille tous les hébergés de Paris, qui pose un certain nombre de problèmes pour les habitants qui sont situés aux alentours de cette installation. Une nouvelle installation dans ce sens ne viendrait qu'apporter de nouveaux problèmes. La difficulté pour la mairie de Nanterre, c'est que le terrain appartient à l'État. La municipalité ne peut donc rien dire. Ici, on s'apprête pourtant à contre-attaquer sous la forme d'un appel à la population pour montrer que Nanterre ne veut pas de sa prison. Au chapitre des faits divers, l'aveu de Véronique Acobé. Elle était la domestique d'une famille d'industriels en vacances à Cannes. La famille Char, cette jeune fille d'origine ivoirienne, a avoué être l'auteur du meurtre de Thierry Char, le fils, le 4 août dernier. La Corse, pas d'éléments nouveaux dans l'enquête sur l'attentat contre un gendarme la semaine dernière. En revanche, on a appris aujourd'hui que la gendarmerie conservait la maîtrise de l'enquête. Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur, a justifié l'appel à témoins et l'offre de récompense à ceux qui permettent d'arrêter les coupables. Écoutez ce qu'il a dit à nos confrères de Radio France Internationale. Quant à ceux qui disent qu'ils sont contre la délation, moi aussi. Mais je suis pour le respect des lois de la République. Quand on informe, on ne se livre pas à la délation. Et j'ajoute qu'en Corse, on a toujours couvert, si j'ose dire, ceux qui étaient des bandits d'honneur, c'est-à-dire ceux qui luttaient pour des motifs légitimes, qui avaient été victimes d'un certain nombre de choses. On n'a jamais couvert les assassins qui font de cette pratique une espèce de sport en prenant soit en otage, soit en tuant des gens innocents. Alors je crois que le moment est venu pour chacun, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de prendre ses responsabilités. L'État prend les siennes, mais de même qu'en métropole, on ne peut pas résoudre le problème du terrorisme sans le soutien de la population, c'est pareil en Corse.
Des dangers de l'aviation de tourisme. Hier à Berck-Plage, un petit avion s'est écrasé sur un terrain de camping. Par miracle, il n'y a eu que 6 blessés légers. En revanche, à Munich aujourd'hui, un avion de tourisme encore s'est écrasé sur un restaurant près de l'aéroport. Le bilan est terrible. 6 morts, 14 blessés graves et ce n'est qu'un bilan provisoire. L'avion a accroché un restaurant McDonald's en atterrissant. Il s'agissait d'un drive-in, un restaurant dans lequel entrent les voitures. Plusieurs voitures ont pris feu. Pour l'instant, on ignore les raisons de cette catastrophe. Le sport maintenant, football, France-Allemagne, demain soir à Berlin dans le stade olympique. Et demain soir à 20h, ce sera sur Antenne 2 en direct. Le journal, attention, sera donc avancé à 19h35. Il y a quelques minutes, Henri Michel vient de communiquer la composition de l'équipe de France. La voici. Alors à noter, il n'y a pas énormément de surprises. Tout de même, Leroux a été préféré à Basile Boli au poste de stopper. Regardez les milieux de terrain aussi. Fernandez, Poulain, Touré, Passy. Et puis alors en attaque, c'est Cantona et Papin. Ça veut dire que Cantona a été préféré à Bucher qui ne sera que remplaçant. Quoi qu'il en soit, ce match pour l'équipe de France, c'est un match de transition. C'est aussi inévitablement une équipe de transition. Olivier Rey. Michel Platini a pris sa retraite. Après Bossis, Rocheteau et Giresse, Jean Tigana a décidé d'en faire autant. C'est la fin de toute une génération. Aujourd'hui, Henri Michel, le sélectionneur national, doit former un nouveau groupe. Pour y parvenir, il compte sur Éric Cantona, l'attaquant d'Auxerre, sur Jean-Philippe Rohr, le milieu de terrain de Monaco, ou sur Gérard Bucher, l'attaquant parisien. Un nouveau pari. Ils ont un héritage et qu'il ne sera pas facile à assumer parce qu'on ne manquera pas d'établir des comparaisons. Alors je crois surtout qu'il faut essayer d'être patient pour avoir une équipe d'ici un an qui soit compétitive au niveau des éliminatoires du championnat du monde. À 21 ans, Cantona fait partie des espoirs du football français. Avec Auxerre, il a démontré de belles qualités. Seulement voilà, il doit s'affirmer à l'échelon international. Mais avant lui, d'autres joueurs au talent prometteur n'ont jamais confirmé. Il y a des jeunes joueurs qui étaient des grands espoirs, qui pouvaient être de grands joueurs. Et s'ils ne sont pas arrivés à être meilleurs que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, pour moi, c'est le manque de travail, le manque de conscience. Il ne faut pas que parler. Et je crois que c'est sur le terrain qu'il faut montrer. Parler dans les journaux, c'est bien beau. Je crois que la vérité, c'est le terrain. En voile, les bateaux qui courent le Fastnet touchent au but maintenant. Il s'agit, vous le savez, le Fastnet d'une grande course au large qui n'a lieu que tous les 2 ans et qui compte pour l'Admiral's Cup, qui est un véritable championnat du monde de course au large. Les bateaux ont viré dans la nuit, dans la soirée, le rocher du Fastnet au large de l'Irlande. Les 3 bateaux français d'ailleurs, donc qui courent pour l'Admiral's Cup, étaient assez bien placés. Il s'agit de Corom, de Xerius et de Port-du-Cruesti. Ils étaient bien placés au Fastnet. En revanche, aujourd'hui, juste près de l'arrivée, le bateau qui était en tête était un bateau italien, Marisa Conica. Il a dématé, il a dû rentrer au port donc avant l'arrivée. Encore une image insolite, cette fois cela se passe dans un château, l'un des plus connus de France, c'est à Chambord. Chambord qui accueille durant l'été de nombreux visiteurs bien sûr, mais parmi les visiteurs, il y en a de bien particuliers qui font se déplacer, vous allez le voir, les spécialistes. Reportage, Sylvie Marion, Jean-François Hoffmann. Quel domaine prohibé vient-il de franchir celui-là? Que vont-ils donc explorer dans les greniers du château? Et lui, qu'est-ce qu'il chasse? Des chauves-souris, espèce en voie de disparition. Nous avons affaire là à une équipe de cinéastes animaliers. Ils filment les seuls habitants de Chambord, pipistrelles et grands murins. Ah, c'est des animaux qui sont extraordinaires. Alors, plus je les connais, plus je les aime, parce que c'est d'abord des animaux qui sont extrêmement intelligents, qui ont des capacités phénoménales. Par exemple, une petite chauve-souris de 6,5 g peut faire une migration de 1600 km. Elles ont une capacité de radar pour repérer
les proies possibles ou les obstacles dans le noir qui sont vraiment extraordinaires. Une chauve-souris peut déceler un fil avec son radar de 0,08 mm. En plus, elles vivent très vieilles et s'apprivoisent très bien. Et en vol, c'est extraordinaire, donc plein d'intérêt. Ni François Ier, ni Louis XIV n'ont vraiment habité Chambord. Mais les chauves-souris, oui, depuis toujours. Je filme les animaux depuis une dizaine d'années, donc je fais des films en général sur les animaux français en plus, ce qui intéresse beaucoup les gens parce que dans beaucoup d'émissions de télévision on voit souvent des girafes, des lions, des rhinocéros et donc on a l'habitude nous de travailler avec les espèces françaises. Les chauves-souris sont utiles, elles chassent les insectes nuisibles. Quand vous visiterez Chambord, n'oubliez pas d'avoir une pensée aimable pour ses habitants. Voilà, et contrairement à ce que disait ma grand-mère, il paraît que les chauves-souris, ça ne s'accroche jamais dans les cheveux. Sophie Davant, pour la météo, les chauves-souris, ça annonce quoi? Bien écoutez, quand les chauves-souris volent bas, c'est peut-être annonciateur de mauvais temps. Non, bon, ça, je n'en suis pas sûre. Alors, trêve de plaisanterie, des nuages au nord, du soleil au sud. Mais la nouvelle intéressante pour demain, c'est que les températures recommencent à grimper, sauf sur l'extrême nord, encore affecté par une perturbation que nous allons retrouver sur l'image satellite. Vous voyez cette grosse masse nuageuse. Eh bien, elle affectera demain le nord du pays. En revanche, le sud sera protégé par un bel anticyclone. Regardez la carte du temps prévue pour demain. Donc, des nuages, des pluies, des bruines et des pluies faibles sur le Nord-Pas-de-Calais et sur les Ardennes. Puis des passages nuageux qui progresseront sur la Bretagne, les côtes de la Manche, le bassin parisien, les Pays de Loire et la Bourgogne avec tout de même quelques belles éclaircies. Au sud, pas de problème, c'est du beau temps. Après dissipation des brumes matinales et puis une petite instabilité qui se développera sur les Pyrénées et le pourtour méditerranéen ainsi que sur la Corse. Les températures, je vous le disais, elles augmentent sauf à Cherbourg. Il fait toujours frais, 18 degrés à Cherbourg jusqu'à tout de même 25 degrés à Bourges et de 25 degrés à Limoges jusqu'à 31 à Perpignan ainsi qu'à Nîmes. Demain, nous serons le mercredi 12 août. Il y aura 4 minutes de soleil en moins. Un soleil qui se lèvera à 6h40, qui se couchera à 21h11 et nous fêterons les Clarisses. Merci Sophie. Fin de cette édition du journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est 23h40, Jacques Merlino à 23h40. Je vous rappelle demain les rendez-vous, 20h, enfin il y a plusieurs rendez-vous pour l'information, mais en particulier 20h, le football. Allemagne-France en direct. Le journal, ce sera à 19h35 à demain. Excellente soirée sur Antenne 2.